everyone and welcome to today's Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de l'Institut d'aujourd'hui, bâtir une initiative collaborative sur les bases de la pérennité. Je m'appelle Kujo Ojibo et je suis animatrice communautaire principale à l'Institut Tamarack. Avant de commencer notre discussion, je commence en reconnaissant que nous nous réunissons tous sur territoire autochtone. Je me situe à Waterloo, terre traditionnelle des Anishinaabe et Haudenosaunee qui sont neutres. Et nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir et nous remercions toutes les générations des peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Alors, j'aimerais vous présenter nos conférenciers. La co-directrice de l'Institut, Lise Wiefer, ne se joindra pas à nous malheureusement, mais Nathalie Blanchette, directrice, sera là, donc bâtir le futur de l'avenir. De même que Mike Desjardins, responsable pérennité et développement pour la communauté bâtissant l'avenir des jeunes, et Kelly Stevens, conseillère principale investissement dans la communauté, Fondation Suncor Énergie. Bienvenue à nos panélistes. Le webinaire fait partie d'une série de 4 et se base sur notre tout récent guide, sur l'initiative collaborative pérenne et résiliente. Donc, l'objectif du guide, c'est d'explorer les facteurs d'une initiative collaborative pérenne et résiliente avec des idées et pratiques qui vont nous permettre de bâtir la résilience. Les questions aussi que se posent les bailleurs de fonds et les leçons tirées et les histoires des communautés dans leur périple de pérennité. Le guide est disponible en anglais comme en français. Et je vous encourage à aller le voir. Il est plein de ressources et Jamie pourra vous présenter ces guides, le lien vers ces guides dans le chat. Mike, commençons avec vous. Quelle était la réflexion, la genèse qui a mené au guide? Est-ce que c'est des tendances qu'on a observées peut-être? Bonjour, où que vous vous trouviez. Tamarack a passé 20 ans à soutenir des œuvres communautaires dans beaucoup de communautés partout dans le monde et on en a appris au cours de ces décennies sur ce que les initiatives doivent faire pour être pérennes et durables et les défis auxquels elles font face. Donc, c'est un guide de 10 facteurs qui analyse donc les facteurs de pérennité et de résilience. Et pour mettre au point le guide, on a mis sur pied un comité consultatif incluant des représentants de collaboratifs, des bailleurs de fonds, des praticiens communautaires et des leaders de pensée que nous avons invités à partager leur sagesse avec nous. On a communiqué avec des collaboratifs de partout au Canada aussi pour partager leurs histoires de pérennité, de résilience et on a fait des recherches aussi pour voir ce qui se dit déjà sur ces 2 sujets importants. Salut à Kelly qui a donné de son temps partageant ainsi sa sagesse sur le comité consultatif. Merci Kelly. Le guide a été mis au point dans le cadre de l'initiative Tamarack de bâtir l'avenir des jeunes pour soutenir ces communautés sur la façon de bâtir des initiatives collaboratives pérennes. Mais c'est ouvert à tous les types d'initiatives collaboratives. Donc, voilà l'occasion d'inviter Nathalie qui va nous parler donc de l'avenir des jeunes et l'utilité de l'état d'esprit de la pérennité. Merci, Roté. Bonjour, je suis heureuse d'être ici. On a développé le modèle et on l'a mis en œuvre à compter de 2020. On a utilisé l'expérience de Tamarack, mis au point et on a réfléchi aux façons de mettre jeter les bonnes bases pour une communauté, penser aux gens, ressources, processus et impact recherché en vue de leur donner de la résilience et de la pérennité. Donc, pour ce qui est des ressources personnes, eh bien, les jeunes figuraient dans le modèle, au centre même de cette conception et nous portons une attention spéciale à l'équité et l'inclusion chez les jeunes. Ça varie d'une communauté à l'autre, il faut le dire.
Pour ce qui est des ressources maintenant, on veille à ce que les communautés reçoivent les soutiens de fonds dont elles ont besoin pour offrir à la table de leadership et à la communauté les ressources pour mettre en œuvre le travail du comité et les décisions prises. La démarche utilisée dans le modèle, la modélisation et la mise en œuvre a commencé avec les préconditions donc existantes dans la communauté, et les argumentaires les plus convaincants, l'urgence du besoin de soutenir la jeune dans leur parcours d'apprentissage. Et de là, dans le processus du programme, donc de bâtir l'avenir des jeunes, on engage les jeunes, mais toute la communauté pour mettre au point un programme commun, des priorités partagées et des raisons convaincantes de faire ce travail. Pour ce qui est maintenant de l'impact ou les objectifs, l'effet recherché dans la mise en œuvre, on se fie aux données probantes pour développer des guides, des affiches aussi. On travaille sur des priorités qui sont communes aux autres champs de pratique de l'Institut Tamarack, un réseau de pratiques, une communauté de pratiques. Nous en avons 3. Réunions de communautés de pratique à tous les mois, permettant ainsi aux communautés d'apprendre les unes des autres, enrichir la réflexion sur la pérennité, et notamment les changements systémiques et de politique. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Guy, donc, de nous avoir parlé un petit peu des origines du guide. On parle beaucoup de pérennité. Je pense que tout le monde a différentes définitions, évidemment. Alors, commençons par la définition des termes. Qu'est-ce que la pérennité signifie pour vous? Kelly, commençons avec vous, puis on écoutera Mike et Nathalie. Merci de m'avoir invité. J'appelle de la région du traité 7, qu'on appelle Calgary. Mohkinstsis est le mot pour coude de la rivière, le point de rencontre des deux rivières ici à Calgary. Donc, pour répondre à votre question, Ruthie, je pense qu'il serait utile que j'aborde un ou deux points qui ne sont pas dans la biographie, dans ma biographie, mais vous le verrez sur le site web dont vous avez le lien. Donc, j'aborde la collaboration et la pérennité avec les principes suivants. D'abord, je suis privilégié dans mon emplacement social. Mes identités passées et actuelles ont affecté mes partis pris, mes préjugés. J'essaie d'en être consciente et j'apprends en continu. Ceci peut être un fardeau pour les autres et pour le travail. Ensuite, mon point de vue est informé par le fait que je viens d'une petite communauté du Nord très isolée. Il fallait tout faire et travailler donc ensemble si nous voulions faire perdurer quoi que ce soit de communautaire. Et j'ai aussi suivi quelques cheminements de carrière, d'abord des postes dans le monde corporatif. J'en ai fait un épuisement et j'ai passé ensuite au travail social et communautaire. Et là, je suis passé à un modèle multiples parties prenantes, notamment la prévention des bandes de jeunes criminalisés. Et là, je suis chez Tamarack, donc au programme des jeunes, et je conjugue un petit peu les deux anciennes carrières. Mais les gens, je pense, ont des idées contradictoires de moi. Et dans des contextes comme celui-ci, je représente tous les maux du capitalisme, alors que dans d'autres contextes, quand je suis, par exemple, avec les gens de Suncor, je ne suis qu'une socialiste naïve. Et les deux facteurs conjugués ensemble me donnent la conviction que de multiples secteurs doivent être impliqués si nous voulons trouver des solutions durables et assurer la pérennité ensemble à nos problèmes. Donc qu'est-ce que la pérennité signifie pour moi maintenant, Ruthie? Bon, je vais d'abord être un petit peu l'avocat du diable. Je pense que ce n'est pas vraiment important ce que la pérennité signifie pour moi. Ce n'est pas pour être la mouche du coche, là, pour irriter. Ce qui est plus important, c'est ce que la pérennité signifie aux membres des communautés impliquées ou qui vous essayez de desservir dans les communautés quand on parle d'une initiative qui doit être pérenne ou qui ne doit pas durer. Beaucoup d'entre nous, dont moi,
Évidemment, on obsède sur la pérennité d'un organisme, d'un poste, d'un programme. C'est naturel dans une certaine mesure, donc je ne blâme personne pour cela. Nous sommes protectifs des gens et des programmes et des choses qui nous tiennent à cœur, mais quelquefois on oublie la vraie raison d'être pour laquelle nous sommes là, pour servir. Et si vous voulez assurer la pérennité d'un organisme ou d'un programme pur et simple, peut-être que vous devriez passer à une autre situation et être ouverte à ce qui suit. Dans le guide, il y a un exemple que j'apprécie de la façon dont un organisme, justement, s'est dispersé en différentes formes. Ça s'appelle Calgary Reads, programme de lecture, d'alphabétisation. Donc, ils appellent ça leur stratégie du pissenlit parce qu'ils sèment et ils essaiment. Donc, notamment, nous avons financé une initiative il y a un certain nombre d'années que nous finançons encore aujourd'hui. Il me semble que cela a dépassé peut-être sa vie utile. Et du point de vue bailleur de fonds, je me demande si les gens et les organismes de cette initiative prennent notre don parce qu'ils se disent que c'est ça ou rien, alors que je préférerais une conversation ouverte et vulnérable sur ce que les membres communautaires préféreraient peut-être avoir à la place. Donc, c'était une longue réponse, mais la pérennité, ça signifie ce que ça signifie aux membres de communautés sur lesquels nous nous axons. Je ne suis d'accord à 100%, Kelly. Et cela varie d'une personne à l'autre avec son prisme, sa lentille. J'ajouterais ceci, la pérennité, pour moi, est la métaphore, c'est par la métaphore d'un arbre que je la comprends. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les métaphores et j'aime celle-là. Donc, le tronc, c'est la collaboration. Les gens, la structure et l'organisme sont inclus là. Les branches et les feuilles, c'est le projet, le programme, les activités qui soutiennent l'argumentaire convaincant. Et ça change. Certains obtiennent plus de sève que d'autres, certains meurent. Et il y a la structure de la racine, la structure racinale. Donc, les pratiques de résilience utilisées par une collaborative qui viennent soutenir et alimenter le tronc. Donc, les racines sont le fondement, la fondation, le fondement donc de la collaboration. C'est facile de se concentrer aux feuilles, sur les feuilles et les branches parce que c'est ce que les gens voient. Mais c'est tout aussi valable de soutenir le tronc de sorte que la collaboration se porte bien. J'espère que cette image vous aide à situer la conversation. Nathalie, aviez-vous des réflexions à ce sujet? Merci, Kelly, de cette réponse aussi. Pour ma part, la pérennité, ça veut dire que les pratiques et les processus doivent être en place pour permettre à la collaboration de faire avancer ses priorités. Donc, le leadership doit être là. Les partenariats principaux, les outils doivent être en place. Mais Kelly, là, quand je vous ai entendu, ça me fait penser à une partie du guide que j'aimerais lire, qui a saisi mon attention. C'est à la page 7. Il y a aussi des exemples où le travail d'une collaborative a changé profondément la façon dont une collaborative a travaillé. Elle a atteint son objectif et n'est peut-être plus nécessaire ou s'est transformée en autre chose. Les collaboratives devraient prendre fin lorsque cela dépasse son écosystème élargi. Donc, il faut penser non seulement à la pérennité, mais plutôt, mais en tout cas à nos hypothèses ou nos a priori sur la durée. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire pour toujours la pérennité. Donc, j'apprécie vos commentaires, Kelly. Et cet extrait du guide a été utile pour moi parce que ça m'a permis de penser à des exemples où le travail d'une initiative a été absorbé dans un plus grand projet ou a atteint son objectif, tout simplement. Merci. Merci, Kelly, de nous recentrer, recadrer là-dessus. Souvent,
on pense à travailler pour la communauté plutôt qu'avec celle-ci et qu'on doit la laisser dans un état où ils peuvent continuer à se soutenir eux-mêmes. Donc, c'est plutôt ça qui devrait être notre axe central, notre point focal. Ensuite, quelles sont les choses qui nécessitent un état d'esprit de pérennité dans le cadre d'une initiative collaborative? Pouvons-nous en parler sans définir la pérennité? Nous l'avons subdivisé en 10 facteurs de pérennité. Et il y a des catégories. D'abord, les personnes qui doivent être incluses. Donc, l'équité et l'inclusion, la conception, les partenaires, les rôles des partenaires et l'engagement communautaire. Ensuite, il y a une catégorie qui sont les ressources, les facteurs liés aux ressources. Et ça, ce sont les ressources nécessaires, notamment des ressources humaines et financières adéquates et les partenaires qui contribuent aux objectifs communs. Voilà les facteurs auxquels on pense en premier en matière de pérennité. L'argent et les outils dont on a besoin pour accomplir. Mais, comme on l'a vu, la pérennité va beaucoup plus loin que ça. Donc, les troisièmes facteurs sont ceux liés au processus, donc le pourquoi et le comment de la collaboration, notamment avoir un argumentaire convaincant pour faire avancer le travail et avoir une réflexion et un apprentissage en continu aussi. Et les derniers facteurs sont ceux liés à l'effet ou l'impact. Donc, le recours aux données, aux preuves, notamment les données probantes. Ensuite, le suivre et faire rapport sur le progrès et l'impact et influencer les politiques et les systèmes. Donc, influer du changement. Rien ne mène au succès plus que le succès, d'ailleurs. Et dans le guide, si vous avez l'occasion de le regarder de plus près, vous verrez qu'il y a une description détaillée là qui suit pour chacun de ces facteurs de pérennité, chacun comprenant des actions spéciales qui contribuent à la pérennité dans une initiative. Par exemple, dans le facteur où on parle de ressources humaines et financières adéquates, notamment, ça comprend l'élaboration d'un budget, d'un plan de financement, des engagements de ressources des partenaires, une propriété partagée, donc une responsabilité partagée des investisseurs qui vous suivent alors dans le cheminement. Donc, pour conclure, j'apporte votre attention aux facteurs qui sont souvent les moins financés. Ce sont ceux liés aux personnes et au processus. Si vous êtes inclusif, équité au centre et avec les bons processus et les bons contributeurs à la table qui contribuent leurs actifs, alors les ressources et les effets suivront. Donc, mon conseil, pour terminer, c'est commencer avec les gens et les processus en bâtissant un état d'esprit de pérennité. Merci, c'était super. Une fois que vous avez bâti cet état d'esprit de pérennité, et là, Nathalie, je vous lance la question. Selon vous, quelle est la différence entre pérennité et résilience? Quelquefois, on confond les deux concepts. Peut-être pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Mike a revu les facteurs de pérennité avec vous. Pour la résilience, c'est la question de se concentrer sur les conditions internes liées à la santé et au bien-être de l'initiative. Par exemple, la capacité de s'adapter à des occasions émergentes ou prévoir les défis, la capacité de réfléchir et de rebondir d'un recul ou d'un échec, se préparer aux défis, maintenir une stabilité physique et émotionnelle au sein de l'initiative collaborative aussi. Quand on pense à la façon de bâtir la résilience, on pense notamment à rehausser les capacités d'adaptation, la capacité d'anticiper des changements et des transformations. Il est intéressant de noter qu'on doit se concentrer pas seulement sur le travail, le contenu et les priorités, mais en même temps, on doit se concentrer sur l'environnement
externe, le système et les virages ou transformations qui sont en cours. Par ailleurs, la résilience d'une initiative collaborative, ça veut dire pouvoir prendre l'état de la situation et comprendre les vulnérabilités, où elles se situent. Donc, peut-être transférer le financement ou les priorités ou les politiques ou l'engagement là où le besoin est. Donc, il faut savoir vivre et s'adapter au moment avec l'œil sur l'avenir en même temps. Et enfin, les initiatives collaboratives doivent penser aux relations, à cultiver la confiance. Qui sont les partenaires, les membres communautaires avec qui ils doivent être en lien et faire un tour d'horizon de l'écosystème et bâtir la capacité et les stratégies pour être en continu, en communication avec ses partenaires. Tout cela aide à maintenir la stabilité mentale, physique et émotionnelle là, des membres de l'initiative. Merci, Nathalie. Kelly, je vous implique là du point de vue des bailleurs de fonds. Quelles sont les considérations entourant la pérennité pour le financement et le bailleur de fonds? Oui, du point de vue des bailleurs de fonds, j'ai bien ma perspective que je partage avec vous, mais mettons-y un grand grain de sel ou un astérisque. Tout ce que je vais dire est plus facile à dire qu'à faire, surtout en ce qui concerne certains bailleurs de fonds. Mais quand on parle d'alimenter, de soutenir les valeurs, de faire avec plutôt que de faire pour la communauté, comme vous l'avez dit, routé. Et en passant, c'est quelque chose que nous avons appris de l'Institut Tamarack chez Suncor il y a bon nombre d'années et qui continue à infuser nos conversations quotidiennes et hebdomadaires. Donc, merci pour cette contribution. Donc, si nous voulons assurer la pérennité de cela et d'autres valeurs semblables, nous devons être braves, être courageux et penser à nos besoins pour un long moment à venir. Donc, le courage à long terme étant à l'esprit, bien à l'esprit, j'encourage les gens à aborder les bailleurs de fonds de façon précoce et transparente sur ces facteurs. Donc, les types de facteurs de pérennité dont vous avez besoin, notamment. La viabilité financière à long terme est souvent mise de côté ou remise à plus tard, souvent à trop tard, notamment parce que les phases précoces de la collaboration sont vraiment les plus difficiles. Les premiers mois et les premières années d'initiative, eh bien, c'est les années où on bâtit la relation et la relation entre les partenaires. Et une fois que cette relation est saine et qu'il y a de la confiance, c'est la fin de la période de financement où elle arrive à grands pas. Et nous ne devrions pas, je crois, nous ne pouvons pas, je crois, changer cette réalité parce que la confiance, c'est vraiment important. Mais les bailleurs de fonds doivent cesser de croire que la confiance se produit de façon magique à la première réunion. Et il faut plutôt voir que la confiance voulue pour un succès et une pérennité, ça nécessite une confiance plus profonde. Et notamment, vous pouvez même inviter le bailleur de fonds à participer un petit peu dans le chaos, la période chaotique. Je suis un peu naïf de le croire peut-être, mais le bailleur de fonds comprendra directement, personnellement, les réalités et sera peut-être ouvert à bâtir une relation plus longue et ou verra peut-être, comme bailleur de fonds, nos processus, nos exigences et c'est-à-dire verra que il y a des obstacles qui viennent du bailleur de fonds qui nous limitent dans l'atteinte de nos objectifs ou suggérer encore des façons d'éliminer les obstacles. Mon rôle est un rôle qui est assorti de très grands pouvoirs. J'essaie de me comporter de façon sûre pour les organismes communautaires, mais les structures philanthropiques ne sont pas des structures sûres dans lesquelles j'œuvre. Les gens ont de la crainte autour de moi, crainte que je peux mettre à risque leur financement. Et pourtant, si on n'affronte pas ce défi et cette crainte directement,
si on ne tente pas de la mitiger et de mettre en question cette dynamique de pouvoir, ça va handicaper ou notre atteinte et rendre les collaborations plus difficiles. Merci, Kelly. Je vous écoutais et je pensais aussi au fait que quelquefois, avec le financement, il y a des exigences qu'il faut rencontrer comme initiative qui ne cadrent pas nécessairement avec les besoins communautaires. Donc, comment faire l'équilibre entre cela? Pour nous, et si nous sommes au courant et on voit comment cela fait obstacle, nous allons essayer de changer ce que nous pouvons changer pour faciliter les choses. Nous avons un certain nombre d'objectifs que nous essayons d'accomplir pour notre bailleur de fonds. Et il y a pas mal de marge de manœuvre, mais néanmoins, nous devons accomplir certaines choses et des points à satisfaire. Par exemple, les exigences de l'Agence du revenu du Canada. Mais il y a toutes sortes de façons d'accomplir cela. Ici, nous sommes conscients que nos exigences viennent faire obstacle à une initiative ou, par exemple, on peut essayer de le changer. Et quelquefois, nous ne sommes tout simplement pas au courant. Nous n'en sommes pas conscients. Les gens hésitent, je trouve, de nous dire ce qui fait problème de notre côté. Je sais pourquoi, mais on ne pourra pas redresser la situation si on n'est pas au courant. J'ajoute que je vois cela se produire. Je pense à des exemples où on a changé le modèle complètement. The Circle, c'est le contraire. Au lieu de demander du financement, ils invitent des gens aux bailleurs de fonds de venir à eux avec, c'est-à-dire de venir avec vous sur les façons de soutenir leur travail, ce qui est fantastique. Ensuite, la philanthropie fondée sur la confiance, les fonds illimités ou sans horizon temporel, sans date de péremption. En partie, ce travail il doit s'opérer sur les bailleurs de fonds pour égaliser la dynamique du pouvoir. Nous sommes ensemble dans le même bateau. Nous allons vous entendre et nous n'allons pas vous punir si vous êtes honnête par rapport à vos besoins. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire dans bien des cas. Si vous recevez du financement gouvernemental, vous devez sans doute là un petit peu vous dire non, ce n'est pas réaliste. Mais je connais des cas où il y avait des facteurs qu'on ne pouvait pas changer, mais les conversations que j'ai eues avec notre agent de programme ont été très éclairantes. Elle était très flexible et elle a lissé beaucoup de ses exigences, en tout cas au moins les dates limites, les délais serrés pour nous aider d'une façon qui nous a permis d'avancer. Nathalie, à l'Institut, nous finançons les communautés par le modèle CBYF. Comment gérons-nous les variations entre les communautés? Bonne question. S'agissant des communautés bâtissant l'avenir des jeunes, on a reçu du financement par le gouvernement du Canada. Et il y a le fonds d'innovation et le travail opérationnel et la dotation en personnel aussi qui ont été financés, pour lesquels on a obtenu du financement. Une partie de ce programme pour l'avenir des jeunes, c'est le soutien qu'on offre aux communautés dans la mise en œuvre d'une approche fondée sur un effet collectif, un effet communautaire. Les communautés reçoivent nos coachs experts de l'Institut Tamarack et nos gestionnaires de communauté aussi. Donc, la priorité, c'est de bâtir de la capacité permettant aux communautés de faire elles-mêmes ce type de travail. On ne veut pas faire obstacle à ça, même si, quelquefois, quand on offre une subvention et on est perçu comme un bailleur de fonds, c'est différent de soutenir, du fait de soutenir le renforcement des capacités. Donc, on essaie de renforcer notre rôle s'agissant de renforcement de capacité. C'est ce qu'on offre. On offre du coaching
Et le travail que je fais auprès des communautés, c'est la gestion de subventions. L'autre aspect de nos efforts, c'est ceci. Nous essayons d'avoir une approche participative dans l'octroi de subventions, de rester flexible dans l'octroi de subventions. Il y a des points sur lesquels il y a moins de flexibilité, mais on essaie quand même d'essayer de fournir aux communautés une certaine souplesse en matière d'obligation de rapport, d'imputabilité, etc. Et on se concentre beaucoup sur le fait de renforcer la capacité sur l'impact collectif. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Je pense qu'on en a touché un mot, mais quels sont, selon vous, les défis auxquels les initiatives collaboratives sont confrontées lorsqu'elles abordent la question de la pérennité du travail? Mike, bon, je peux vous parler des défis qui vont de soi, les financements, les ressources. Et voici un petit peu la liste que je recueille en parlant aux gens dans la préparation du guide, notamment. Donc, je vais les lire et j'espère que Kelly et Nathalie peuvent compléter. Ne pas avoir un plan avec des comparatifs qui sont mesurables, temporels, et etc. Donc, comme pour toute autre chose planifiée, la pérennité exige tous ces éléments pour pouvoir agir, pour pouvoir passer à l'action. Se concentrer sur des actions très précises plutôt que sur la pérennité du travail général de l'initiative collaborative, où vous avez peut-être un programme ou projet dont vous êtes très fier en tant qu'initiative collaborative et vous voulez la maintenir, mais pour la garder bien en vie, il faut que la collaboration, elle, continue. Commençons donc par cela. Attendre jusqu'à la dernière minute pour prendre en compte la pérennité, eh bien, lorsque les partenariats de bailleurs de fonds deviennent affaiblis ou s'assèchent complètement, c'est plus difficile de recommencer. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Ne pas être patient, il faut plutôt encourager les gens à cheminer avec nous. Ça exige, la pérennité exige la contribution et l'attention de toutes et tous. Donc, si on exclut certains partenaires, ce ne sera pas aussi fort. Comme Kelly l'a dit, il faut aller au rythme de la confiance mutuelle. Donc, soyez patient avec vous-même aussi. Pensez à ce dont tout le monde a besoin pour être soutenu dans la durabilité. Ce n'est pas nécessaire. Il faut être honnête. Il y en a qui ont déjà rempli leur rôle et c'est fait. D'autres peuvent reprendre en main du travail déjà commencé. Ça, c'est bien aussi. Kelly a parlé de l'exemple de Calgary Reads, initiative d'alphabétisation précoce. Il y a des programmes qui fonctionnent merveilleusement et continuent à exister, mais ça n'a plus besoin d'être l'initiative clé. Donc, la raison d'être, ça devrait être ce à quoi reviennent les gens, pas des programmes comme tels. S'agissant de pérennité du point de vue de rareté ou de compétition plutôt que d'opportunité, d'optimisme et d'abondance, eh bien, ce n'est pas facile. On le sait, lorsque les ressources sont assez rares, c'est difficile d'être optimiste. Mais hier, j'ai reçu une formation sur le développement de la pérennité fondée sur des actifs. Si vous tirez profit des ressources et actifs existants, pour une action et vous faites fond là-dessus, vous pouvez aller plus loin. Il y en a un peu partout quand on regarde de bien près ce qui existe déjà dans la communauté. Et dernière chose, mais non la moindre, de mon point de vue, le fait de ne pas mettre l'équité au centre de l'initiative. Si on ne vient pas aplanir la dynamique du pouvoir, alors, l'effet recherché et à la fois dans l'effet recherché et dans la façon de le faire, eh bien, il n'y aura pas, le succès ne sera pas au rendez-vous si vous ignorez cela aussi. Kelly? Oui. La partie du guide sur laquelle je mets l'accent ici pour les défis, ça répond un petit peu à une question dans la boîte de clavardage sur le continuum de la collaboration qui se trouve à la page 8. Notamment, les gens ne partagent pas
la même définition de la collaboration. Si vous regardez le continuum de la collaboration, c'est à la page 8, vous voyez qu'il est important que les partenaires s'entendent sur là où ils se situent au niveau de ce continuum. Donc, je parlais de travail avec les gangs, les bandes de rue. Il y avait 25 partenaires impliqués au début dans l'initiative, 3 ou 4 qui étaient là quotidiennement. Donc, nous, on s'est promené d'un bout à l'autre de ce continuum sans arrêt. Et il y en a qui arrivaient à la réunion, espéraient parler de jeunes et de familles, et tout à coup, je me retrouvais dans une compétition à gauche, pas du tout collaboratif, parce que les gens à qui je parlais souhaitaient protéger leur liste de clients ou certains clients continuaient à travailler avec certains jeunes plutôt que de travailler ensemble. Et il y avait d'autres moments où on se trouvait au centre, au niveau de la coopération, la coordination, ou la communication et la coopération. Donc, sur une situation, c'était plutôt rare, même si nous étions une soi-disant collaborative, il était assez rare qu'on était à la droite du continuum, donc étant pleinement dans la collaboration et l'intégration. Quand je pense aux défis, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et les uns avec les autres. Peut-être que nous n'en sommes qu'à la coexistence ou à la communication. Et si nous ne clarifions pas les étapes que nous devons tous prendre pour aller plus loin à droite dans ce continuum, coordination, collaboration, intégration, nous allons pédaler, nous allons peiner au futur, à l'avenir. Donc, la probabilité de revenir au bout gauche, à l'extrémité gauche de concurrence est une possibilité bien réelle. Dans ce projet comme dans d'autres, l'un des défis, c'était justement que sur une longue période, les projets collaboratifs, évidemment, connaissent du roulement du personnel. Il y a des gens qui vont et qui viennent. Et pour réduire ou atténuer ce défi, on en parle aux pages 52-53, les pratiques de résilience dans le guide. Mais il est très important d'avoir une vision commune et de clarté sur les pratiques quotidiennes pour la mettre en œuvre et de revenir continuellement à cela avec tous les gens dans l'initiative qui doivent adhérer à la raison d'être, à leur rôle, sur qui ils doivent dépendre, sur qui ils doivent compter au niveau des partenaires. Et dès qu'il y a un changement de représentant de partenaires, un nouveau cycle d'accueil et de construction de confiance doit se faire. Et j'ai dû reproduire ce cycle à maintes et maintes reprises. 25 partenaires, il y a eu beaucoup de roulements, bien sûr. J'ai dû le faire de différentes façons selon les besoins de chaque organisme. La façon que j'accueillais les services policiers, par exemple, c'était bien différent de mon accueil avec les représentants des commissions scolaires, par exemple. J'ajouterais aussi que ce besoin d'accueil est vrai pour les personnes que les partenaires ne voient pas toujours. Peut-être un nouveau PDG d'organisme, un nouveau membre de conseil d'administration d'un organisme partenaire qu'on ne voit pas régulièrement. Certains membres de conseil ne connaissent peut-être pas l'état d'esprit de gouvernance nécessaire à la collaboration, surtout dans ce secteur où les membres, les directeurs, les administrateurs plutôt viennent souvent d'un milieu avec un état d'esprit perdant ou gagnant. Donc, la relation de confiance et la communication sont vraiment, peuvent vous occuper. Nathalie, d'autres réflexions? Quand on regarde le continuum et les défis, on essaie évidemment de se rapprocher du côté droit
collaboration et intégration. Lorsqu'on bâtit des communautés, l'avenir des jeunes, dans notre programme, pour chaque partenaire communautaire, il y avait des organismes sans but lucratif, des jeunes qui étaient représentés, les bailleurs de fonds, des représentants du gouvernement et le secteur commercial. Et non, quand on a mis en œuvre le modèle, on leur a demandé de collaborer dès le début et on a vu dès le départ que c'était une chose de représenter ces 4 secteurs autour de la table, c'en est une autre, de savoir comment se parler, comment parler à la voix de l'expérience et aux jeunes avec des gens autour de la table qui sont habitués de travailler exclusivement avec les membres normaux de leur écosystème. Donc, très rapidement, le guide pour bien parler aux jeunes a été utile. Qu'est-ce que ça veut dire de bien parler aux jeunes, d'engager les jeunes? Qu'est-ce que ça signifie aussi pour leurs alliés autour de la table? Kelly, vous en avez touché un mot. Les différents états d'esprit doivent varier d'un partenaire à l'autre. Alors, comment bien faire ces choses-là en tant qu'initiative collaborative? J'ajoute sur la question de l'accueil de nouveaux membres de la collaborative, il y a une question dans le chat à ce sujet. La réalité est que les gens vont et viennent d'initiatives, c'est naturel. Donc, c'est vrai dans le travail autant que dans la vie personnelle. Donc, d'abord, ce n'est pas à voir d'un mauvais œil. Le renouvellement est quelquefois une bien bonne chose, un nouveau point de vue sur les choses, comme c'est le cas sur le conseil d'administration, peut-être ajouter de nouvelles compétences autour de la table. Il est aussi important de reconnaître que le groupe devrait se baser sur un argumentaire convaincant. Donc, si on regarde qui est autour de la table, c'est ça qui devrait vous motiver. Si cet argumentaire change, peut-être qu'un nouveau groupe doit être formé et il faut bien voir ce que fait le travail que fait la collaboration à l'heure actuelle. Mais cet argumentaire principal devrait bien réunir et mobiliser tous. Une stratégie que je vois aussi, c'est lorsqu'un partenaire change son représentant, on peut transitionner. 2 personnes peuvent participer aux réunions pendant un certain temps, de sorte que la confiance n'est pas complètement perdue et qu'il faut la redémarrer à zéro parce que le représentant sortant peut être le mentor du nouveau représentant dans l'effort collaboratif. Très bien, de très bonnes réponses, merci. On a parlé donc de défis et la pérennité, ça peut paraître intimidant compte tenu de tous ces défis, mais quels conseils pourriez-vous donner aux collaborations qui s'intéressent à leur pérennité? Kelly, vous d'abord. Je vais essayer de répondre à la question de Chris Stanley. J'ai commencé à répondre à l'écrit, mais je vais tenter d'y répondre oralement aussi. Je me suis récemment converti aux normes collaboratives. Pendant la pandémie, ça a été important pour notre équipe d'établir des normes. Je ris parce que je ne sais pas si les membres de mon équipe sont là. Peut-être qu'ils vont voir l'enregistrement et rigoler un petit peu à mes dépens parce que je résistais pendant longtemps aux normes collaboratives et à un certain moment, on en a développé 12 pages. Et là, je me suis dit, si vous ne vous souvenez pas de ce que sont les normes, elles ne fonctionneront pas. Mais on en avait 12 pages, depuis on les a raccourcies, bien sûr. Et je suis d'accord avec ce principe. Les normes doivent être de grands principes, de grandes choses générales, les valeurs, les principes, les façons de travailler qui soutiendront la pérennité collaborative. Par exemple, le respect. Mais il faut aussi définir ce que ça signifie. Sinon, ça ne vaut pas grand-chose. Pour certains, le respect, c'est avoir le courage de me dire
lorsque je dis quelque chose qui ne s'aligne pas aux besoins. Pour d'autres, c'est ne m'humilier ou ne m'embarrasser jamais ou critiquer en public. Donc, il faut développer des normes assez générales, mais ensuite avoir des normes, je dirais, sur la façon de s'écrire des courriels. Est-ce que on veut inclure l'heure de la journée après une réunion de collaborative? Est-ce qu'on veut préciser qui s'occupera du suivi sur tel ou tel point? Est-ce que c'est la présidente de la séance qui assure le suivi auprès de tous ceux qui ont dit qu'ils allaient faire ceci ou cela? Donc, je vais essayer de revenir à votre question, Routé. L'un des conseils que je donne, c'est ceci. Vos attentes et vos a priori doivent être très clairs, même jusqu'au détail. Dans cette nouvelle initiative d'engager et d'inclure plus d'expérience et de voix, j'espère que nous ne pensons pas tous de la même façon. Et par ailleurs, nous ne savons pas lire dans les pensées des autres. Si nous voulons être inclusifs et efficaces dans nos groupes diversifiés, nous devons donc partager nos intentions, être prêts à se poser des questions sur les a priori que nous avons, lesquels pourraient être invisibles aux autres, même si vous croyez que ça va de soi dans la collaborative. C'est là que les normes entrent en jeu. Pour ce qui est de la raison d'être, là, il faut avoir une compréhension commune de cela. Des attentes limpides sur qui va envoyer tel ou tel courriel, par exemple. Donc, la section 3 du guide, je vous encourage à l'explorer de plus loin, plus en profondeur. 10 questions à se poser pour bâtir une initiative collaborative pérenne et résiliente. Ces questions vont vous aider déjà à élaborer des normes si vous n'en avez pas déjà. Merci, Kawi. Mike, des conseils pour la pérennité? Oui, le sujet de l'heure, c'est d'être très intentionnel dans son travail. Ça ne se fait pas au coin du travail. La pérennité, l'équité dans une initiative, ça doit être fait à dessein. Donc, définissons la pérennité, définissons ce qu'est votre initiative et ce que vous cherchez à obtenir ensemble, les choses qui doivent être pérennes, créer un plan d'action. L'Institut Tamarack a développé à partir du guide un outil d'auto-évaluation de la pérennité qui pourrait être utile pour vous. Ensuite, soyez patient. Ça prend du temps d'accomplir ce travail. À la vitesse de la confiance, je le répète, nous sommes des êtres humains. Quand vous faites ce travail de réflexion sur la pérennité, développez l'adhésion communautaire, bâtissez vos relations. La force d'une initiative, c'est les gens autour de la table. Si vous avancez de façon intentionnelle, votre initiative a de bien meilleures chances d'être durable. Je réponds à une question rapide dans le chat aussi. Y a-t-il des exemples d'initiatives collaboratives qui sont devenues des communautés de pratique ou d'apprentissage? Des 10 qui figurent dans le guide? Non. Ça fonctionne toujours comme des initiatives collaboratives. Mais Kelly, c'est Calgary Reads, c'est l'exemple qui correspond le mieux à ça. Pas sûr de leur nouvelle orientation, ils vont peut-être avoir un élément de communauté de pratique au fur et à mesure qu'ils se réinventeront. Mais il faut penser à la pérennité dès le début. Donc, si une initiative collaborative veut fonctionner comme une communauté de pratique, alors construisez-la en conséquence. Il n'y a rien de mal à cela, à concevoir ça dès le début. Les efforts de projets ou de programmes peuvent se produire. Un bon exemple à Hamilton, où je me situe,
c'est la collaborative de planification de rue des jeunes, Street Youth Planning Collaborative, répondre aux besoins des jeunes sans-abri à Hamilton. Ils partagent leurs apprentissages, leurs efforts de lobbying pour modifier les politiques. Donc, une collaborative peut jouer des rôles multiples. Ça m'a pris du temps. Je m'excuse, Nathalie. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous avez tous deux dit essentiellement ce que j'allais dire, à savoir, beaucoup d'entre nous arrivons dans ce type de travail avec des intentions, des objectifs. Et lorsqu'on crée des groupes collaboratifs, si nous n'avons pas des principes ou des normes, en tout cas après la journée d'aujourd'hui, certains en élaboreront pour travailler ensemble. Mais si on pense au travail des groupes collaboratifs comme étant un processus linéaire, alors c'est un piège, je pense. Nous avons observé que si on crée la table de leadership et qu'on a une intention bien claire d'aplanissement de la dynamique de pouvoir et ensuite qu'on transfère le pouvoir au niveau de la table, il faut pratiquement y aller en cercle et réexaminer l'intention initiale après un certain temps. Nous avons noté que vous avez une table de leadership, vous développez des priorités, un programme commun, et à un certain temps plus tard, vous devez revenir, vous poser la question, qui est à la table? Avons-nous besoin d'ajouter des compétences? Avons-nous les bons partenaires? Comment les avons-nous intégrés? Vous continuez avec vos priorités, tout en continuant à vous poser la question, est-ce que j'ai les bons outils pour vendre ce travail en quelque sorte? Donc, il faut revenir sur l'exercice et on réexamine l'intention originelle tout en étant très conscient du développement des partenariats, des relations et d'avoir les processus et outils en place pour établir cette résilience. Je viens de dire essentiellement ce que mes collègues ont déjà dit. Merci, Nathalie. J'ai entendu les défis, les conseils, on a parlé de pérennité. Quelle est l'étape suivante? Que dois-je faire d'abord pour me lancer vers la pérennité? Qui veut répondre? J'aurais converser avec tout le groupe sur ce que signifie la pérennité. On l'a entendu souvent aujourd'hui. Il n'y a pas une seule personne qui comprend tout. La planification de la pérennité doit inclure tout le monde. Donc, impliquer dans la conversation des gens à multiples niveaux, une table de leadership, un conseil d'administration, disait Nathalie, mais aussi avec le public. Est-ce que la communauté adhère? Est-ce qu'elle achète le travail de votre initiative? Donc, il faut en parler et ainsi définir ce que signifie la pérennité. Il y a le danger de ne pas répondre en premier, c'est que je repense à ma réponse là, à la lumière des propos de Mike. Le guide représente un monde idéal. Nous ne vivons pas pour la plupart d'entre nous dans ce monde. Donc, ayant reconnu cela et que nous sommes en mars 2023 et que tous les membres de votre communauté, chaque personne avec qui vous travaillerez ou travaillez, ont vécu quelques années assez dures. Et je pense que aucun d'entre nous n'est en pleine forme en ce moment. Si vous l'êtes, tant mieux, mais beaucoup d'entre nous, là, on s'accroche comme on peut. Donc, nous
Nous n'avons pas besoin de faire en sorte que notre travail soit pratique, pratique exemplaire, parfait, en tout cas pas au départ, parce que les créateurs du capitalisme, du colonialisme nous apportent cette mentalité, elle est dangereuse. Il y a toujours des mesures à prendre pour améliorer les choses un petit peu. Et comme dit Mike, la prochaine étape peut-être, c'est de penser à une chose que vous aimeriez mieux faire ou faire différemment et aller parler à un autre membre de votre initiative et pour voir s'ils sont d'accord avec ce besoin. Et partez de là, de ce point. Merci. Je regarde l'heure qui file et je ne veux pas dépasser notre horaire. Mike, Kelly, Nathalie, merci beaucoup de cette merveilleuse discussion. Merci à tous et à toutes de leurs questions et commentaires. C'est un webinaire en 4 parties. Il y en aura un autre le 19 avril où on va regarder de plus près le partage d'histoire de Hamilton, de Terre-Neuve-et-Labrador aussi. Jamie va inscrire ça dans la fonction clavardage, je pense. Et il y aura d'autres événements aussi. Donc, allez voir notre liste d'événements à venir, d'autres webinaires et les événements aussi en personne, des webinaires virtuels et en personne. Merci aux conférenciers et aux participantes et aux participants. Nous vous souhaitons une merveilleuse fin de journée. Merci encore et au revoir à tous et à toutes.